Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien, et nous avons aussi le road freight, le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle double wall, et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Face à face, un nouveau numéro. Aujourd'hui, on parle actualité, mais surtout autour des défis de la gouvernance. C'est vrai, c'est un sujet assez étranger dans les débats de télévision, parce que nous aimons beaucoup les émissions de débat politique, finalement, qui, à un moment donné, sont stériles, ça ne nous produit absolument rien. Mais là, il faut finalement donner des idées de comment on fait pour faire émerger ce pays qui a tout, mais qui manque de tout. On en parle avec M. Kabunangu Luc. Alors, il est membre de l'UDPS, c'est membre de l'association de jeunes professionnels de l'UDPS. Comment allez-vous, M. Luc? Je vais très bien, merci, M. Christian. Alors, vous êtes de l'UDPS de la diaspora, on va dire. Oui, vous pouvez le dire ainsi. Très bien. Mais sinon, j'ai commencé mon aventure avec l'UDPS à Lubumbashi, oui, où je suis né, déjà à l'école. C'est là que j'ai commencé avant d'aller continuer en Afrique du Sud. Mais c'est une très belle histoire de votre parcours, parce que vous intégrez, lorsqu'on proclame finalement le pluralisme politique dans notre pays, et puis quelques jours après, on va dire, après quelques jours seulement, vous allez en Afrique du Sud. Vous êtes d'abord, je veux dire, l'un des précurseurs des sections de l'UDPS ici au Congo, et puis vous allez en Afrique du Sud, vous devenez le premier dans la section là dans tout ça, à l'UDPS. Est-ce que c'est parce que votre père était un représentant de l'UDPS en Afrique du Sud, que ça vous a ouvert la porte, ou c'était un engagement personnel, privé? Curieusement, avant même que je ne sois au courant des activités politiques de mon père, qui était, pendant que moi j'étais à Lubumbashi avec le reste de la famille, lui il était à Kolwezi, c'est là qu'il a été déployé en service. Et il y avait des membres de l'UDPS qui déjà, voyant la lutte qui venait, qui nous côtoyaient et qui nous parlaient en tant que les jeunes écoliers qui tendaient vers la fin des études là et qui nous parlaient de l'UDPS. En particulier, il y avait un monsieur qui s'appelait Kabalo Raymond, qui est celui qui m'a beaucoup parlé de l'UDPS avant que mon père ne commence à m'en parler. Et fait qui a fait que ça a allumé le feu en vous. Qu'est-ce que vous reprochez à l'époque à Mobutu? Cela a allumé le feu en moi, mais ce que je reprochais déjà à Mobutu, c'était l'injustice que nous voyions et la mauvaise gestion des affaires du pays. Là où nous avions l'impression que l'État devenait personnalisé, nous étions tous des mobutistes, que vous le vouliez ou pas, et c'est ce que ça disait déjà. Et moi, de par mon enfance, j'ai évolué dans le scoutisme. Je crois qu'à l'âge de 56 ans, on m'a amené dans le scoutisme où j'ai évolué jusqu'à ce que j'ai arrêté avec le scoutisme pour aller dans le sport. Une petite histoire rapidement, mais c'est pendant que j'étais dans le scoutisme que nous avions nos lois scouts et
tous nos principes et toute l'éducation qui était formulée là-bas, qu'on viendra changer pour que nous soyons des pionniers et les lois scouts devenaient des lois pionniers. Et alors là, nous devenions comme des outils du président Mobutu. Et cela m'a révolté déjà à ce moment-là. Je n'étais qu'un enfant. Et j'ai quitté le scoutisme au grand étonnement de mes chefs parce qu'ils m'ont vu bébé là-bas et ils m'ont dit, toi, tu n'arrêteras jamais avec le scoutisme. J'ai quitté, bon, je me suis plus engagé dans le sport et puis l'UDPS est venu et c'était venu au bon moment parce que pendant qu'on se révoltait de certaines injustices, d'une mauvaise gestion du pays, il y a des gens qui ont commencé à parler un nouveau langage et cela a facilité notre adhésion. Mais c'était très difficile en ce moment. Bon, légèrement difficile, on va dire relativement, parce que vous n'allez pas vivre longtemps sous le feu, parce que vous allez partir rapidement en Afrique du Sud. Et quand vous arrivez, vous trouvez un autre vent. C'est le vent de l'ANC, c'est le vent du changement. Est-ce que ça vous dit que ça change quoi dans votre perception de la politique? D'emblée, ça n'a pas changé beaucoup de choses parce que nous sommes arrivés, bon, nous devions entrer à l'école, mais nous nous sommes retrouvés avec une clique des jeunes gens qui venaient aussi du Katanga en général et qui étaient déjà membres de l'UDPS. Nous nous sommes regroupés et nous avons écrit au directoire pour demander autorisation d'ouvrir une section UDPS Afrique du Sud. Cela nous a été accordé et nous avons commencé. Mais c'est seulement 2 ans après que, par les circonstances de la vie, la famille est venue aussi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et déjà, le père qui était président de la fédération sous-régionale de Kolwezi, une des meilleures fédérations d'après le Sphinx de Limete, et le président Kibasa Maliba, qui était le premier président de l'UDPS, il est venu en Afrique du Sud et de là, il a été nommé représentant, donc le premier représentant de l'UDPS en Afrique du Sud. C'est là que les contacts ont commencé avec l'ANC et c'était une expérience qui était très, très importante. Et puis ça a changé. C'est vrai que la dynamique politique à l'intérieur ici, mais vous restez très longtemps en Afrique du Sud où vous apprenez même l'administration, l'audit interne, que vous en faites une spécialité. Aujourd'hui, vous revenez au pays. Est-ce que, de quel œil voyez-vous cette RDC que vous avez quittée 30 ans dans le passé? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en bien ou en mal? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir à la question précédente où vous avez parlé des relations entre nous-mêmes et l'ANC. Nous avons quand même acquis une très bonne et une très grande expérience qui a fait de notre parcours différent de la plupart des cadres de l'UDPS de l'intérieur, en ce que nous avons eu la chance déjà très jeune là, de rencontrer les gens de la trempe de Nelson Mandela. Moi, j'accompagnais les leaders de l'UDPS aux rencontres avec Nelson Mandela, donc je l'ai connu personnellement. Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré. C'est un idéal. Hein? Comment il était? Comment il était, Mandela? C'était un leader du peuple. Quand moi je vois le président, je m'excuse, mais quand je vois le président Félix Tshisekedi, je me dis, nous avons peut-être la chance d'avoir notre moment Mandela en RDC aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait le souci de sa population, c'est quelqu'un qui voulait améliorer le quotidien de sa population et quelqu'un qui restait en contact avec son peuple. Il n'était pas distant, et il n'était pas chef, il était leader. De telle sorte que les gens ont commencé à le vénérer pratiquement. Moi, j'ai vu des gens pleurer comme ça parce qu'ils voyaient Nelson Mandela et ils n'en revenaient pas. Ils se tenaient la tête et ils pleuraient. Il fallait les tenir pour essayer de les calmer. Et il était toujours très simple, il était abordable et il mettait tout le monde à l'aise. C'est pas de ce que nous avons connu dans le passé ici, où on a développé un culte de personnalité
qui malheureusement nous a amenés dans toutes les dérives que vous connaissez dans la politique Est-ce que vous congolaise. pensez que Mandela a inspiré Etienne Tshisekedi dans sa lutte aussi? Je pense parce que déjà vous entendiez cette appellation-là du Mandela zaïrois. Mandela, sa lutte était vraiment constante et c'était celle de libérer son peuple. Libérer son peuple, mais pour l'amener dans une terre promise, dans un état de droit. Et c'est la même lutte qu'a incarné le président Etienne Tshisekedi. Il est vraiment resté constant sur sa voie et sa bataille était celle d'instaurer un état de droit. Quand on n'a pas d'état de droit, quand on n'a pas de loi et des bonnes lois, il faut se rassurer de cela. En fait, on est dans le chaos. C'est la situation que nous avons présentement et nous avons tout à refaire parce qu'on n'a pas de repères, on n'a pas de normes. C'est le chaos. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je reviens à ma deuxième question. Qu'est-ce qui a changé dans votre perception du pays en allant 30 ans? Parce qu'il faut dire que vous êtes parti en 90. Ouais. Ben, ça fait plus de, je crois, 31 ans, quelque chose comme ça. Quand vous revenez, qu'est-ce que vous trouvez de changer? Il faut dire que, d'abord, quelque chose qui frappe, c'est que nous partions quand en RDC, on comptait, je crois, plus ou moins plus de 30 millions de personnes. Et au retour, Ça a triplé le chiffre. on est en train de parler de 80 millions et 90 millions. Et quand vous voyez que la gestion du pays se dégrade par rapport à ce moment-là où, enfants que nous étions, nous pouvions constater que ça n'allait pas et que l'avenir était sombre. Quand vous revenez aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai grandi là où on avait toujours de l'eau, on avait de l'électricité, c'était des choses qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, bon, ils fonctionnent avec le bruit que vous entendez tout le temps là, des générateurs, on n'a pas d'eau propre. Et le problème, c'est que dans le temps, on avait l'impression, quand bien même la gestion de Mobutu n'était pas parfaite, mais on avait l'impression qu'il y avait des problèmes qu'on identifiait et qu'on essayait de résoudre. Ce qui est décevant aujourd'hui, c'est que nous semblons nous accommoder et nous adapter aux problèmes que nous avons. Et vous avez des problèmes de 30 millions qui sont des problèmes de 80-90 millions. Et si vous essayez, en tant que leader qui voit toujours l'avenir, vous essayez de penser dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura combien d'habitants en RDC? 200 millions. À ce rythme ici, mais on ne peut s'attendre qu'au chaos. Alors, déjà, c'est chaotique, mais imaginez-vous maintenant quand nous serons à 200 millions. Alors, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. 2 ans après, on se pose des questions. C'est quoi les bilans de 2 ans? Vous qui prêchiez autrefois l'état de droit, bon, le respect du trésor public, et ainsi de suite, l'orthodoxie, j'arrive, financière, mais bien, à un moment donné, vous n'y arrivez pas vous-même aujourd'hui. On a comme cette impression. Moi, je pense que ceux-là qui crient de l'échec de l'UDPS ou de l'UDPS et alliés, de refermer les choses, peut-être qu'ils ne sont pas aussi honnêtes que nous devons le dire. Pourquoi je dis ça? Parce que le président Tshisekedi arrive dans un contexte tout à fait particulier, avec une coalition où son alliance ou sa coalition d'abord de cash est très minoritaire. Il faut tout négocier avec les partenaires de la coalition qui ne se montraient pas de bonne foi. Si vous regardez déjà le discours du président lui-même, quand il a fait le bilan de ces 2 ans, il l'a dit, il a parlé d'un échec, mais moi je ne pense pas que c'était un échec comme tel, parce que là où nous en sommes aujourd'hui, c'est le résultat du travail qu'il a abattu dans le calme, dans le silence, en tolérant même des humiliations, mais en restant fixé sur sa vision qui est celle de refaire de la RDC, d'en faire un État géant au milieu de l'Afrique, un État de droit. Il n'a cessé de le dire, mais pour moi, tout ce qui a pris tout ce temps, c'était
une tentative de consolidation du pouvoir du président de la République. Je pense qu'il a réussi avec succès, si nous voyons là où nous en sommes aujourd'hui. Le reste maintenant peut commencer, mais il faut voir d'abord comment est-ce que nous allons organiser l'union sacrée de la nation pour que finalement le travail commence, qu'on commence à régler tous les défis dont vous faites mention là-bas. Oui, mais alors, je voudrais savoir, pendant des ans, Ouais. ce qui n'a pas été fait, qui porte la responsabilité? Je pense que je venais de le dire. Moi, je pense que la responsabilité est partagée. Au niveau de la gestion du pays, vous avez un gouvernement et dont le chef du gouvernement, vous l'avez connu, il a été destitué maintenant par l'Assemblée nationale. Pourquoi l'Assemblée nationale est allée jusqu'à destituer le Premier ministre avec tout son gouvernement? Il parle de toutes ces failles, mais le président n'est pas sanctionné. Par contre, le président est apprécié dans sa démarche parce qu'en fin de compte, en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, il a pris la position qu'il fallait, il a fait tout ce qu'il fallait pour ramener toutes les institutions à leur bon fonctionnement. C'est à partir de là que nous allons commencer à adresser tous les problèmes du pays, avec l'espoir que cette fois-ci, nous mettrons des hommes qu'il faut, des compétences qu'il faut, et nous aurons des programmes qu'il faut pour commencer à résoudre tous ces problèmes. N'oubliez pas qu'il y a un facteur temps. Tout ça prendra du temps. Parce que nous avons commencé avec la période Mobutu et puis la période Kabila. Et aujourd'hui, on parle 2 ans seulement. J'entends des gens qui lancent des pierres sur le président de la République face à la situation de l'Est, de l'insécurité de l'Est. Mais dans le contexte que nous connaissons, vous avez 18 ans qui sont passés avec le résultat qu'on a eu et on laisse ce problème tel qu'il est. Mais on veut qu'il y ait une magie en combien de temps? Non, mais ce n'est pas une question de magie, c'est une question de responsabilité. Un mandat, on l'a pour l'exécuter, pas pour s'excuser. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train d'affirmer que quand c'est un échec, ce n'est pas Félix, et quand c'est une réussite, c'est lui qu'on applaudit? Pas du tout. Ouais. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que le président de la République, il a une vision qui est éventuellement portée par un gouvernement, et c'est le gouvernement qui devrait l'exécuter. On n'a pas à rentrer même dans les déclarations des ministres, des membres de ce gouvernement qui sont sortis pour dire comment est-ce que même les décisions qui étaient prises au niveau du Conseil des ministres n'étaient pas appliquées. Et vous avez vu comment est-ce que le président s'est battu pour essayer de ramener le train sur la bonne voie afin de commencer à résoudre tous ces problèmes dont nous parlons. Moi, je vous dis que la réussite, globalement parlant, si peut-être vous voulez rester au niveau des résultats pratiques, spécifiques d'eau, d'électricité, du social de la population, nous pouvons entrer là-dedans. Mais il faut des préalables pour commencer à résoudre tous ces problèmes-là. Et je pense qu'il y a un très grand succès de la part du président de la République pour arriver à mettre les préalables en place afin finalement de commencer à répondre à toutes ces questions. Je vous assure que si on n'avait pas changé ça, on ne pouvait pas répondre aux défis de la population. Alors, parlons de... Je voudrais qu'on parle scientifiquement, d'ailleurs, sur le défi des gouvernances. Ouais. Est-ce que le problème, ce n'est pas le paradigme que nous avons choisi depuis 60 ans qui nous empêche de voir clair, en ajoutant à cela le mimétisme que nous avons souvent, copié les autres, ramener ceci, ramener cela, ou c'est tout simplement les hommes sont notoirement incompétents? Qu'est-ce qui freine le Congo, selon vous? Je ne pense pas que le Congolais est notoirement indépendant. Incompétent. Pardon, incompétent, merci beaucoup. Oui. Et je n'aimerais pas entendre les gens répéter la faillance de compétences en RDC. Parce que quand on parle d'incompétence, on parle de qui? Nous avons aujourd'hui 80 millions de Congolais qui sont répandus partout au monde. Je vous assure que au monde aujourd'hui, tout ce que vous voyez là,
il y a une main congolaise. Ah, mais non, ça c'est la surenchère. Depuis, non, non, je vous assure, dans plusieurs de ce que vous voyez au monde, de ce que vous voyez au monde, il y a une main congolaise. Nous avons des ingénieurs extraordinaires qui peuvent vous construire Johannesburg ici en RDC. Juste comme ça, parce qu'ils le font de l'autre côté. Moi, je viens de l'Afrique du Sud, je peux parler plus des compétences ou des réalités de l'Afrique du Sud, mais il se fait que au niveau de leadership, nous avons eu des leaderships qui nous ont un peu déçus. Et tout part de là. Moi, j'épouse la philosophie de John Maxwell, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un gourou de leadership américain. Et lui, il résume en un seul mot, leadership. Et tout se construit et se détruit par le leadership. Par le leadership. Quand vous avez une entreprise et une entreprise est défaillante, quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On met tout le monde dehors et on laisse le CEO? Non. On met le CEO dehors et on laisse tout le monde et on commence avec les restructurations et on commence à apporter les solutions. Moi, je pense que ce qui nous a fait défaut jusque-là, c'est le leadership, particulièrement le leadership politique. Alors, si le leadership politique, parce que je suis d'accord avec vous, c'est le leadership d'organisation, le leadership de recrutement, le leadership d'orientation, a fait défaut. Alors, qu'est-ce qui nous prouve, d'abord, qu'est-ce qui peut nous amener à avoir ce leadership, effectivement, à ce vrai leadership-là? Est-ce que Félix Tshisekedi incarne ce vrai leadership-là? Est-ce que vous avez vu des signaux qui démontre qu'il a ce leadership d'organisation, de recrutement, d'orientation et... J'ai confiance au président Félix Tshisekedi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est le moment Nelson Mandela, Afrique du Sud, qui est en train de se passer en RDC. Vous avez un leader qui a le souci de sa population. Et partant de là, voilà, partant de là, vous l'avez très bien dit et on va y arriver. Le leader ne maîtrise pas tout, il n'est pas expert en tout. Il a besoin de se constituer son équipe et c'est cette équipe qui sera porteuse de sa vision et de réalisation même de son programme. Je crois que avec le temps, et voyons voir maintenant que il semble avoir vraiment le contrôle du leadership de la RDC. Voyons voir comment il va se comporter. Alors, parlons du leadership, parce que vous en parlez. John Maxwell dit que le leader doit connaître où il amène le troupeau, où il amène les gens. Il doit cerner là où il amène les gens. Il doit avoir une vision claire. Et il sélectionne les gens en fonction de sa vision à lui. Est-ce que l'entourage du chef de l'État, que lui-même a nommé, cet entourage reflète-t-il la pensée, la vision du président de la République? Écoutez, la vision, elle est déjà suffisamment communiquée. En de simples termes, nous parlons du peuple d'abord. Et chacun, et d'ailleurs c'est ça le rôle maintenant des animateurs de la vision d'un chef, de son entourage, on essaie de définir davantage. Moi, je peux encore continuer en disant que le peuple d'abord, c'est-à-dire un meilleur Congo pour une meilleure vie pour tout le monde, pour tous les Congolais. Nous le voyons dans les discours, nous l'entendons dans les discours du président et nous les voyons dans ses actes. Je pense qu'il y a eu, il y a toujours un temps de transition d'un mouvement d'opposition en un gouvernement, il y a toujours un temps de transition où on doit s'adapter, où on avait la théorie de gouvernance et quand on arrive finalement sur terrain, on voit qu'on doit s'adapter, on doit réajuster beaucoup de tirs et éventuellement pour être bien cadré. Et je pense qu'autour du président, nous ne pouvons pas que dire qu'ils ne saisissent pas. Je pense qu'il y a suffisamment de gens qui sont intelligents. Il peut y avoir aussi des exceptions, des opportunistes, ça existe partout. Mais je pense que dans le corps, nous avons des gens qu'il faut et qui vont nous amener dans la bonne voie. Je ne sais pas si vous allez dire que c'est tôt ou c'est tard. Ouais. Comment vous définissez le changement de Singapour, le changement de Malaisie, le changement de Shanghai, Hong Kong, de toutes ces autres entités que je cite tout à l'heure, si vous voulez qu'on revienne à l'Afrique?
la transformation du Rwanda, la transformation de Botswana, d'Éthiopie, de Tanzanie. C'est des pays qui nous enviaient, vous le savez, à l'époque. Il y a cela 20 ans, on chantait Nzalana Éthiopie, Nzalana Somalie. Mais aujourd'hui, ces pays-là alignent des infrastructures assez importantes, assez sérieuses. 2 ans n'ont pas suffi ou ne suffisent pas pour ne serait-ce qu'avoir des signaux. Vous savez, il faut rester dans le contexte de la RDC parce que quand on prend les principes, mais on se détache de son concept, finalement, on risque de dévier. Vous avez eu, dans tous ces pays que vous citez, des leaders qui étaient forts, qui étaient efficaces, qui étaient visionnaires et qui ont commencé à imprégner à leur population et à la conduire dans une certaine direction. Alors qu'ici, nous étions en transition, venant d'un système démocratique où nous sommes passés par la guerre, arrivés à la première alternance que l'on dit pacifique, elle n'a jamais été pacifique, c'est la passation du pouvoir qui a été pacifique. Nous arrivons à cette alternance dans le contexte où nous étions, mais les 2 ans nous ont servi à quoi? Nous ont servi à la consolidation du pouvoir du chef de l'État. Partant de maintenant, voyons voir quelles sont les bases qu'il mettrait sur pied pour transformer notre société aussi et en faire aussi un Singapour ou en Rwanda ou tous les exemples que vous avez cités là. Moi, j'y crois, j'ai la foi et je pense que nous avons suffisamment de mains, nous avons suffisamment d'intelligence pour y arriver. Est-ce que vous pensez qu'on peut développer un pays sans aucune intelligence de transformation locale? Parce que la Malaisie va vous dire que si nous tenons notre émergence, c'est parce que nous transformons sur place. Et les pays qui transforment sur place imposent le prix, imposent la loi du marché et ils créent de la richesse et ainsi de suite. Pensez-vous que nous pouvons, nous aussi, ici, créer de la richesse en transformant sur place? Comment? Les préalables sont déjà là, les lois sont déjà là, elles n'ont jamais été mises en application et c'est le défaut que nous avons et c'était un défaut de leadership. Maintenant que nous continuons à prôner l'état de droit, nous parlons de gouvernance, la bonne gouvernance passe par l'état de droit. Vous devez avoir des lois et des bonnes lois qui constituent le sous-bassement maintenant de votre gouvernance. Partant de là, il y a maintenant des principes de gestion qu'on devra inculquer aux gens. Ça aussi, ça prendra du temps parce que vous avez pendant aussi longtemps les gens qui croyaient qu'ils viennent au boulot pour faire plaisir au chef, chanter pour lui, danser pour lui, sans faire le travail, et que on serait récompensé de cette façon-là. On doit changer le paradigme. On a commencé avec Kisalu Mebanda, Kazianze, Modimo Mebangi. C'est déjà des slogans de mobilisation de la population pour dire que nous devons nous mettre au travail. Et pour nous mettre au travail, il y a maintenant cette intelligence de transformation. Et là, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, si vous voyez partout en RDC, mais dans les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de jeunes gens qui commencent à lever la main pour dire, voici ce que je fais moi, voyez ce que je fais, j'ai besoin de soutien ou j'ai besoin de reconnaissance ou j'ai besoin de certaines facilités. Moi, je pense que les compétences sont là. Mais nous devons revenir, vraiment le fondamental, c'est cet état de droit. Partant de cet état de droit, nous avons besoin d'un leadership qui se rassure que tous les autres leaders qui viennent accompagner ont d'abord cette question d'éthique. D'éthique. Il nous faut commencer, moi le plus grand conseil que je donnerai au président Tshisekedi, c'est que dans les facteurs de compétence, qu'au numéro 1, soit l'éthique professionnelle. Parce que si vous n'avez pas un comportement, si vous avez un comportement non éthique, ça ne sert à rien vos compétences, parce que vous allez les utiliser pour voler, pour piller et pour organiser la fraude. Voilà. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi est aussi outillé comme son père? Parce que Étienne Tshisekedi, on le sait tous, arrivé Premier ministre, il dit à tout le monde de ramener les biens de l'État. Et si vous ne le ramenez pas, bien vous serez arrêté. On a vu que le lendemain, les gens ont ramené les choses de l'État. Est-ce que Félix Tshisekedi le fait autrement? Parce qu'on a déjà là, par exemple, des prisonniers pour avoir volé, pour avoir détourné, ainsi de suite, même s'il y a quand même beaucoup de choses en même temps. Ouais. Pensez-vous que Félix Tshisekedi est assez outillé, aura assez un courage politique nécessaire pour faire exactement comme son père vis-à-vis des mêmes circonstances?
Mais Félix Tshisekedi est passé par l'école d'Étienne Tshisekedi. On dit qu'il est très doux, hein. Il est plus doux que son père. Mais où est le mal en ça? Après, je vous ai dit tout à l'heure l'exemple de Nelson Mandela, un des grands leaders de ce monde que je respecte beaucoup. C'était un homme avec du cœur et qui l'exprimait aussi. Étienne Tshisekedi, c'était un autre tempérament. Félix, c'est un autre... C'était une peau dure, très dure. Vous voyez avec Félix aujourd'hui, l'UDPS est à la tête du pays. Il faut dire qu'il a appris beaucoup de choses. Je pense qu'il a appris aussi des erreurs de son père. C'est quoi la différence entre les deux personnalités? Pour avoir été avec eux, comment vous définissez les deux? Quels sont les points de convergence et les points de divergence entre Étienne et Félix? Entre Étienne et Félix. J'ai pas beaucoup été avec Étienne parce que souvenez-vous, je suis de Lubumbashi et très jeune, je suis allé en Afrique du Sud. Mais dans le directoire de l'UDPS à ce moment-là, c'est le président Frédéric Kibasa Maliba qui sillonnait toute la République et même à l'extérieur. Étienne était beaucoup plus à l'intérieur du pays. C'était lui le chef de file qui affrontait Mobutu en face. Ça veut dire que, bon, entre les deux, ce que j'ai vu et j'ai expérimenté d'Étienne, c'était cet homme-là qui affrontait l'ennemi en face. Ça même, tous ses amis, tous ses collaborateurs vous le diront. Même quand il se retrouvait dans des manifestations et que ça tirait de partout, quand tout le monde disparaissait, Étienne était toujours au front. C'est ainsi qu'on l'a reconnu comme le chef de file. Et aujourd'hui, Félix, alors, vous pensez que... Parce qu'au niveau, peut-être qu'ils sont les mêmes, mais les méthodes, c'est différent. En fait, je veux dire, les méthodes ne sont pas les mêmes. Félix, il va peut-être doucement, mais il aboutit au même résultat que Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi n'a pas peut-être à fragiliser le moboutisme, mais il ne l'a pas détruit. Alors que Félix Tshisekedi est en train de détruire le kabylisme sans l'avoir fragilisé. Finalement, on se dit, mais comment il réussit à le faire? Bon, combien de temps ça a pris à Félix Tshisekedi pour être à la tête de l'UDPS et gagner le pouvoir, être à la tête du pays? Bon, pourquoi on dira que lui, il prend plus longtemps et que Étienne allait plus vite? Moi, je pense que c'est par contre... Justement, c'est par contre l'inverse. C'est l'inverse. Et Félix va très très vite. Il a une méthodologie différente. Oui. Il est beaucoup plus diplomatique, je trouve. Et il ne montre pas ses cartes d'emblée. Il surprend l'adversaire, il surprend celui qui s'érige en ennemi par son propre choix. Et voilà comment est-ce qu'il a les résultats. Moi, je pense qu'il va très vite. Il a déjà suffisamment de résultats, des bons résultats. Et je pense qu'avec le temps qui nous reste, et s'il a la chance d'avoir un autre mandat, je crois que nous n'aurons que des éloges à faire pour... Alors, plus que deux questions pour terminer cet entretien. Okay. La toute première, c'est qu'il y a des voix qui s'élèvent. Moi, je considère que c'est légitime. Des gens qui pensent que Félix Tshisekedi doit être le père de la 5e République. Pour certaines personnes, 4e, je crois. On estime qu'il faudrait aller à la 4e République ou la 5e République pour créer, bref, qu'il soit le père d'une nouvelle République. Et il pense que le système présidentiel serait le meilleur. Moi, j'y crois que le système présidentiel serait le meilleur. Et que d'autres estiment que 5 ans, c'est insuffisant pour un président avec le Congo dans sa grandeur. Il faudrait 7 ans. Et que, bon, bref, il y a des gens qui proposent au président Félix Tshisekedi une nouvelle république carrément. Et donc, cette nouvelle république va se baser sur les fondamentaux que lui, le président de la République, aura édictés. Est-ce que vous pensez que c'est un bon point de vue où nous tendons tout doucement vers un peu de dictature, tout ça, des retours aux anciens temps? Moi, je ne pense pas que Félix est dictateur et je n'ai pas encore vu des signaux de dictature qui inquiètent de la part de Félix Tshisekedi. Nous avons des défis très très importants au niveau de la RDC et je pense que les gens veulent se concentrer sur les résultats et ils veulent aller vite.
Mais bon, moi, je ne pense pas qu'il faut courir trop vite au risque de commettre beaucoup d'erreurs. Parce que quand vous avez 5 ans, que faites-vous dans les 5 ans? Le Congo est immense pour certaines personnes. 5 ans serait insuffisant, il faudrait au moins 7 ans. Ça, c'est une discussion qui vaut la peine. Mais déjà, changer de régime de gouvernance, à partir de ça, je pense qu'il faut qu'il y ait encore des débats, qu'on entende les pour et les contre. Pour le moment, moi, je trouve que nous avons une constitution et une république qui est assez fondamentalement bien. Il faut juste respecter cette constitution. Justement, pour respecter, il faut la culture politique que nous n'avons pas généralement. Je vous ai dit que le problème était au niveau du leadership. Et je pense que, moi je donne toujours un exemple, je dis, M. Christian, il est ici, il est à sa station là. Si chaque samedi, M. Christian vient en jean avec t-shirt et des baskets, sans dire mot au personnel, vous verrez qu'après le deuxième, le troisième samedi, tous, ils vont emboîter le pas. Ça, c'est le leadership. Nous avons évolué dans le culte de personnalité où des présidents qui devaient être des présidents démocratiques se sont retrouvés comme des chefs. Et on allait, et le chef, il vous dictait et vous rentriez, il n'y avait pas de discussion ou même d'autres points de vue à donner. Même quand on voyait que le chef était à côté, on le laissait perfectionner ses erreurs et le résultat est là. Aujourd'hui, comment nous gérons l'argent? Parce que Félix Tshisekedi aura besoin d'argent, mais alors de beaucoup d'argent pour impulser le développement. Mais à regarder ce qui se passe dans ce pays, on a comme l'impression que nous sommes un pays de millionnaires. On ne vole que des millions chez nous. On n'a jamais volé 100 000, 200 000, c'est toujours des millions. Quand on parle de voleurs, ils volent 200 millions, 300 millions. À un moment donné, vous dites, mais ces gens volent des universités tout entières, ils volent des cités, ils volent des aéroports, ils volent tout un système médical finalement. Alors, comment faire pour arrêter cette hémorragie, cette culture de vol et de corruption, mais aussi de concussion? Comment on fait? La première des choses, nous avons déjà cité, c'est le leadership et un leadership qui a une probité morale. De deux, parce que c'est ce leadership maintenant qui va imprégner sa vision, qui mettra des programmes et qui va surveiller, qui va se rassurer que les résultats sont positifs. De deux, maintenant, à ce leadership-là, parlons particulièrement des finances, il peut avoir toutes les bonnes volontés qu'il veut. S'il n'y a pas de finances, nous avons un sérieux problème. Moi, je pense que nous devons être rigoureux, j'allais dire sérieux, si vous me permettez le terme. Nous devons être sérieux avec l'argent et l'argent du pays. Il y a beaucoup de coulage de recettes. On ne devrait pas, c'est là que je lis à l'éthique, on ne devrait pas ramener des gens réputés, corrompus, ou des gens qui devraient avoir même des casiers judiciaires suite au détournement qu'ils ont fait, les ramener dans des positions de leadership. Au pire, les ramener au niveau des institutions de contrôle. Vous mettez une personne comme ça dans le conseil d'administration d'une entreprise publique qui elle-même souffre, elle est souffrante déjà. Vous vous attendez à quoi? Donc, pas des fraudeurs au contrôle de fraude. Sinon, vous les enrichissez carrément. Commençons avec la rigueur d'abord dans la gestion. Commençons avec la rigueur dans la gestion. Nous ne mettons pas des gens que l'on connaît déjà qu'ils se sont compromis par leur façon de gérer, par justement la fraude, les détournements, mais aussi par l'incompétence. Ça va ensemble. Quand vous parlez d'éthique professionnelle, il y a des questions d'honnêteté, d'intégrité, d'impartialité, de compétence aussi. La compétence fait partie de cette éthique professionnelle. Alors, parce qu'on a parlé de ça, et le gouvernement alors, comment devra-t-il être composé? De qui devra-t-il être composé? C'est un gouvernement de coalition. Je pense qu'il devrait regrouper tout le monde. Moi, je dis de faire attention parce que le président a invité toute la nation congolaise à participer à l'Union sacrée. Que l'on fasse attention pour ne pas nous retrouver dans ce qui a été au passé. Ça veut dire qu'il n'y a que les politiciens qui se retrouvent et qui sont aux affaires.
Nous savons comment est-ce que les politiciens se sont retrouvés dans l'espace politique en RDC et nous savons un peu la culture qui prédomine l'espace politique aujourd'hui en RDC. L'idée du président a été géniale d'ouvrir à ceux-là qui ont été exclus et qui ont des compétences énormes et qui peuvent apporter aussi une très bonne contribution à la reconstruction du pays. Là, partons au gouvernement, parlons du Premier ministre. Oui, par exemple. Le Premier ministre devrait être quelqu'un de rigueur, qui doit avoir un leadership efficace, mais il doit avoir aussi du flair politique parce qu'il doit gérer un gouvernement coalisé. Ça doit être quelqu'un avec une grande personnalité. J'éviterai quelqu'un qui vient avec des conflits d'intérêts parce qu'il a une vision plus large, il veut courir plus vite 2023 et après, il va se concentrer à cela pendant que nous cherchons une transformation de notre société. Quelqu'un qui serait technocrate avec un flair politique, quelqu'un de la société civile, moi, ça m'arrangerait parce que cette personne-là viendra, si elle accepte de venir, c'est-à-dire qu'elle adhère à la vision du président de la République. Et quand on adhère, on commence à travailler et on amène tout le gouvernement avec soi dans cette vision et dans le programme qui sera établi. Un gouvernement de combien de personnes? Non, il faut réduire le train de vie de nos institutions. Nous avons déjà besoin de beaucoup d'argent. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Il faut ramener les enfants à l'école. Je ne sais pas dire d'emblée parce qu'il faut une étude spécifique pour déterminer tout ça. Quels sont les besoins là où nous devons placer un ministère? Comme ça, il a suffisamment de pouvoir, il a suffisamment de concentration pour nous produire le résultat qu'il faut. Ce ne sont pas des choses à discuter à la légère. Le principe est qu'on diminue le train de vie, mais il faut d'une façon assez éclairée arriver à déterminer quel ministère avoir et combien. Merci beaucoup, monsieur Kabunangu Luc. Votre nom est difficile, hein? Kabunangu Luc. Je rappelle que vous êtes expert en administration et en audit interne. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes notre invité. Vous avez répondu à toutes nos questions. Je crois que l'on attendra que le gouvernement soit finalement désigné, nommé et tout. On reviendra avec vous pour parler finalement du futur, des perspectives. Comment faire pour nous en sortir? Ça va. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Nous sommes disposés à revenir et à donner aussi nos points de vue et partager de notre expérience pour essayer d'apporter notre contribution à la République. Ça a été un grand plaisir, messieurs et dames. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément à Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Et donc nyonso biloko ya congolais. Olingi ne kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babonela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babonela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à na basinois. Sinon kolia pa ya dino kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba paniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezagane. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino. Kolia na apeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si au Daïmada, Chido.
Isa.